Alors, on reprend la question, oui. Donc, on a dit que la différence principale, c'est qu'on a des modèles asynchrones et des modèles synchrones. Oui, Mais supposons par exemple que moi je suis le propriétaire de l'application 1, oui, vous êtes le propriétaire de l'application 2, oui, et on se met d'accord sur un contrat d'échange de données. oui, Sauf qu'on va se dire qu'on va communiquer entre nous avec des API REST, par exemple. oui. Donc là, on est dans un modèle synchrone. Oui, alors quand Mais- on est dans les web services, SOAP, REST, même GraphQL, etc., on est plutôt dans cette logique-là, communication synchrone. Mais rien n'empêche, a priori, c'est une question plutôt, que moi de mon côté et vous de votre côté, Oui. au niveau de nos API, on va implémenter des fonctions asynchrones. Par exemple, moi si je suis en Python, je peux faire des async IO, vous Oui. faites des fetch et des async await, et on a quand même des choses asynchrones, même si le modèle de communication entre nous, il est synchrone. C'est Oui. ça. Alors, donc, alors pour cette question asynchrone, en fait, à vrai dire, même si on est dans ce modèle-là, on peut, côté application, on peut faire de la programmation asynchrone. Donc ça, c'est quelque chose dont on va parler. Mais ici, dans la communication, dans l'échange, ici, donc, c'est deux modèles. Donc, quand on échange via un broker, c'est que on est plutôt on est dans une logique de communication distribuée asynchrone. Je ne parle pas de la manière de programmer ici. C'est-à-dire, c'est en fait quand vous commencez à échanger des messages entre deux applications à travers un intermédiaire qui s'appelle le broker. Donc ça, c'est un modèle. C'est de la communication asynchrone. Mais quand vous êtes plus dans l'application qui envoie une requête pour faire appel à un service, alors ici, donc, c'est un modèle de communication synchrone. Mais ça, on le sait, dans la programmation réactive, je peux par exemple envoyer une requête vers un web service REST, d'accord? Mais en même temps, en attendant la réponse, je fais autre chose. Donc, c'est-à-dire, je peux faire de la programmation asynchrone, donc on aura l'occasion d'en parler. Mais la communication réseau, elle est synchrone. C'est-à-dire, si l'application n'est pas disponible, donc je vais recevoir une réponse. C'est-à-dire, dans ce modèle-là, requête-réponse, j'attends quand même une réponse. C'est-à-dire, si le serveur n'est pas disponible, vous allez recevoir une réponse HTTP 404, comme quoi le service il est indisponible. Mais si ce n'est pas le cas, quand vous envoyez le message, vous l'envoyez au broker. Vous ne connaissez pas le destinataire. Donc, ce qui fait que, quel que soit le cas, vous envoyez le message, vous êtes sûr que votre message va arriver à destination. Wesh, maintenant, ou là, demain, ou là. Ça, c'est le broker qui va assurer ce modèle. Ok, mais dans le cas du premier modèle, donc chacune des deux parties elle est responsable d'implémenter son application. Exactement. Ouais. Dans le deuxième modèle, ouais. Je développe mon application, vous développez la vôtre, mais qui est responsable d'implémenter et de gérer le broker? Ça, c'est une autre. Généralement, le broker, souvent dans la pratique, c'est une entreprise intermédiaire. C'était pas la poste. C'était exactement le modèle là, quand on va, c'est exactement comme la poste. Quand vous voulez envoyer un courrier à quelqu'un, vous le déposez dans une boîte à lettres et après le broker, c'est la poste qui va s'occuper de délivrer le message au destinataire. C'est pareil pour les applications. Alors s'il s'agit d'une communication interne, c'est-à-dire si dans mon application, dans la même entreprise, on a besoin de faire communiquer par exemple les microservices de manière asynchrone, ça veut dire que c'est à vous de mettre en place le broker, c'est à vous de le mettre en place c'est une logique qui vous appartient. C'est à vous de mettre l'infra pour mettre en place le broker. Mais si vous êtes dans le cas d'une interopérabilité entre plusieurs entreprises, alors dans ce cas-là, souvent il y a une entreprise intermédiaire qui est le régulateur. Par exemple, pour les télécoms, c'est l'ANRT qui va s'occuper de mettre en place ce genre de choses. Pour les banques, c'est la Banque du Maroc. Dans le domaine de la bourse, par exemple, les régulateurs, c'est eux qui s'occupent souvent c'est-à-dire de l'intermédiaire qui va assurer l'interopérabilité. Donc vous avez deux scénarios, c'est-à-dire le cas où c'est interne, donc c'est à vous de mettre en place l'infrastructure, ou quand il s'agit de faire communiquer
plusieurs entreprises, etc. Donc généralement, bah, on va utiliser donc on va passer via une solution intermédiaire. C'est une entreprise intermédiaire. J'ai une autre question, si vous pouvez revenir. Vous savez, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans ça. Ils mettent en place des brokers et leur rôle, c'est de garantir, c'est-à-dire de mettre en place l'infrastructure nécessaire qui permet d'échanger les messages entre les systèmes d'information. Parce que ça, c'est une partie de l'infra qui demande quand même la haute disponibilité. C'est-à-dire un broker ne doit pas tomber en panne. Bah, du coup, c'est pour cela que après vous aurez l'occasion de voir quelles sont les solutions qui sont liées au big data, parce qu'en fait le Kafka c'est un broker qui est très connu, qui fait partie de l'écosystème du big data. Donc vous aurez l'occasion de voir que Kafka il profite de tous ces avancées à ce niveau-là pour notamment la partie haute disponibilité et tolérance aux pannes. Si vous pouvez revenir à la slide précédente. Oui. Oui, voilà. La question, elle est par rapport aux avantages et inconvénients entre XML, JSON Oui. et Protobufs. Alors, par exemple, au niveau de XML, quand on a un contrat d'échange de données, il est garanti par un schéma. Exactement. Qui va Oui. vérifier la validité des données qu'on échange. Oui. Par contre, JSON. Oui. Alors, oui. Non, effectivement, ça c'est une très bonne question parce que ça, j'en ai pas parlé. C'est vrai que a priori, on a parlé que des inconvénients de XML, c'est-à-dire c'est que ça prend plus d'espace pour le transport et plus de temps pour charger en mémoire. Mais XML, il a un avantage important, c'est que en fait, nous avons XML. Quand je vous transmets un fichier XML ou là des données XML, je peux vous donner un schéma XML. C'est-à-dire, je vous donne des documents XML valides. Et si vous vous rappelez, c'est quoi un document XML valide? C'est un document qui possède un schéma XML. C'est-à-dire qu'avec des documents XML valides, vous avez la garantie de transmettre des informations qui sont correctes. Par exemple, si c'est une date, c'est une vraie date. Si c'est un nombre, c'est un vrai nombre. C'est-à-dire que l'application qui va recevoir des données XML, ben, il va fermer ses yeux, il va les prendre, il va les exploiter. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des erreurs de format de données, etc. Mais par contre, JSON, non. JSON, c'est que je vous envoie des données, mais c'est l'application qui reçoit les données qui doit se charger c'est-à-dire de faire parfois des conversions de type, des choses comme ça. Donc, effectivement, le XML, il a cet avantage de garantir que les données qui sont échangées entre les systèmes d'information respectent un contrat, c'est-à-dire ils respectent un format de données. C'est le cas également pour gRPC, parce que gRPC, la même chose, il y a un schéma qu'on établit, etc. Pour le cas de JSON, c'est pas le cas. Pour gRPC, il est possible d'implémenter des types complexes. Parce que là, je vois les types atomiques, int30, etc. Mais Oui, vous allez voir, il y a tout. Hein. C'est-à-dire les complex types, c'est-à-dire tu peux déclarer ici un message de type catégorie et tu déclares ici une variable de type catégorie. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est que vous faites Java ou là. Donc, vous avez quelque chose encore plus proche d'un langage de programmation. Parfait. Alors, c'est des questions intéressantes, mais en même temps, il faut juste noter une chose, c'est que quand je vous ai dit, faites attention, parce que quand je vous dis que gRPC, c'est mieux que GraphQL, GraphQL c'est mieux que REST, et REST c'est mieux que SOAP, en termes de performance. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire, attention, quand vous partez en entreprise, tout le monde va utiliser gRPC. Ce n'est pas le cas. C'est que dans la réalité, vous allez trouver encore SOAP, vous allez travailler avec REST, GraphQL, gRPC en fonction du contexte. Donc, ce qui fait que pour vous, vous aurez besoin de connaître les trois, c'est-à-dire les 4 catégories des web services. Mais si vous voulez avoir, juste pour avoir une idée, vous savez que dans les applications, il y a le front-end, et le back-end.
Bah, la partie front-end, c'est par exemple web ou la mobile, etc. Web ou l'application mobile ou bien application desktop. Ça, c'est la partie UI, User Interface. S'il te plaît, tu l'invites à شوف apparemment il a faim. حلي هذه وعطيها au même temps tu fermes la porte parce que là il va continuer à réclamer le. Merci. Voilà. Donc la communication front le back-end, regardez bien, la communication les applications front-end UI et le back-end, généralement, on va utiliser soit REST ou bien GraphQL. C'est ça la réalité. C'est que dans la pratique, c'est que dans la majorité des cas, c'est REST, mais idéalement, c'est quoi? C'est GraphQL. C'est-à-dire, si vous êtes un architecte, vous voulez mettre en place l'architecture d'une application, ben, si vous vous basez sur GraphQL, c'est beaucoup mieux que si vous y travaillez avec REST. Donc, ça, c'est la réalité. Donc, entre le back et le front-end, on n'utilise pas SOAP, on n'utilise pas gRPC. SOAP, c'est mauvais parce que c'est des XML et les front-end avec XML, ça, c'est pas vraiment ce qui est idéal. Et GraphQL, c'est pas bon. C'est pas GraphQL, gRPC, pour le front-end, ça marche pas. Parce que si vous travaillez avec gRPC ici, c'est que vous allez obliger les applications front-end à utiliser HTTP2. Il se trouve que parfois, il y a des browsers qui ne supportent pas encore HTTP2. Donc, ce qui fait que gRPC, il n'est pas fait pour le front-end. Mais par contre, le back-end, vous savez que le back-end, c'est quoi? C'est un ensemble de services. Comme le back-end fait un service 1 ou un service 2, c'est des microservices ou je ne sais pas quoi. Donc, le back-end, c'est un ensemble d'applications distribuées. Il se trouve que parfois, le service, il a besoin de communiquer avec c'est des communications entre les services. C'est qu'un service back-end peut faire appel à un autre service back-end. Donc, la communication entre les services back-end, on peut utiliser les quatre. Quel est l'idéal? gRPC. Sinon, GraphQL. Sinon, REST. Sinon, SOAP. Et dans la pratique, parfois, c'est que ici, c'est SOAP. On est, par exemple, c'est REST. Pourquoi? Parce que parfois, il se trouve que il y a parfois, par exemple, comme un exemple, les applications de banque digitale, vous développez des applications web qui ont besoin de communiquer avec des comptes bancaires, n'est-ce pas? Avec le back-end de la banque. Et vous savez que les banques, quand ils gèrent les comptes, ils ont déjà des systèmes qui sont... Vous n'allez pas leur redévelopper parce qu'ils utilisent des systèmes de gestion des comptes qui sont très connus, n'est-ce pas? Il se trouve que quand vous créez une application mobile, vous avez créé une application mobile et après, votre application mobile, vous voulez faire un virement. Avec votre application mobile, vous faites un virement. Vous allez saisir les informations du virement, vous les envoyez. Donc, vous utilisez quoi? REST vers le web service ici. Et le web service, il va faire un virement. Mais pour faire le virement, vous avez besoin de communiquer avec ce qu'on appelle le core banking. Le core banking, c'est l'application qui est utilisée par les banques pour gérer les comptes. Donc ça veut dire que votre web service, il a besoin de demander à l'application de la banque de faire un virement d'un compte vers un autre. Ou le core banking, il expose des web services. Parfois, dans la majorité des cas, il y a SOAP. Parce que c'est des systèmes qui sont anciens. Et du coup, donc, le core banking, il vous impose d'utiliser ici. Ça veut dire que votre application va communiquer avec le core banking en utilisant le protocole SOAP. Et parfois, il y a des applications core banking qui vont vous dire, vous pouvez utiliser soit SOAP, soit REST, soit etc. Il y a des applications de core banking qui vont vous dire, il faut faire du REST.
C'est-à-dire parfois, c'est que la communication elle est imposée par celui qui fournit un service. Moi, je fournis un service, donc c'est à moi de créer le web service, et c'est à moi de dire, moi, je veux exposer les fonctionnalités via REST, ou etc., etc. Donc c'est juste pour vous dire que dans la pratique, c'est que parfois vous allez rencontrer tout ça. Donc c'est pour cela que les web services, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour cela qu'on va lui donner beaucoup de temps à l'étudier. Alors justement, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par la première génération du web service, c'est-à-dire les web services basés sur SOAP. Donc on va voir les concepts de base et après on va voir comment développer un web service, comment le consommer. C'est des applications très simples, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors d'abord, comme je disais, donc c'est quoi un web service d'abord? La notion d'un web service, c'est quoi? Un web service, c'est tout simplement c'est un objet, c'est une classe que vous allez créer avec un langage de programmation. Par exemple, ici, donc, j'ai une classe qui s'appelle Bank Service. C'est une classe que je crée avec un langage Java ou de la Python ou de la n'importe quel langage. Vous pouvez créer des classes. Et vous savez, dans des classes, il y a des méthodes, il y a des fonctions. Alors, donc, un web service, c'est un objet d'une classe dans laquelle il y a des méthodes. Par exemple, ici, il y a une méthode conversion qui permet de convertir un montant, par exemple, de l'euro en dirham. C'est-à-dire, cette méthode-là, je lui envoie un montant en euros et après, il va vous retourner le résultat en dirham. Il fait la conversion d'une monnaie vers une autre. Vous lui donnez un montant en euros et après, il va vous dire ce montant-là, voilà combien ça va en dirham. Et puis, j'ai une méthode qui s'appelle getCount qui permet de consulter, par exemple, un compte. Et j'ai une méthode qui permet de consulter une liste de comptes. Donc là, je peux créer une classe avec un langage de programmation dans laquelle j'ai des méthodes. Donc, un web service est un objet qui contient des méthodes. Sauf que les méthodes de cet objet-là, peuvent être invoquées à distance. Ces méthodes peuvent être appelées à distance. C'est-à-dire, les méthodes de ce web service, on peut les appeler à partir d'une autre application qui se trouve dans une autre machine. Alors, d'abord, pour que ça soit un web service, il faut l'héberger dans un serveur HTTP. Parce que nous avons dit que pour communiquer avec un web service, on communique avec quel protocole? HTTP. Donc ça veut dire que techniquement parlant, c'est que les web services sont hébergés dans des serveurs web. OK? Donc maintenant, un web service, c'est un objet qui est déployé dans un serveur HTTP. Alors maintenant, pour qu'une application cliente qui est développée avec n'importe quel langage, pour qu'une application puisse faire appel aux méthodes de ce web service, et bien tout simplement, l'application a besoin d'envoyer quoi? Une requête HTTP vers ce serveur. Et cette requête HTTP contient un message XML. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce message XML? C'est standard. Il y a un élément qui s'appelle enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, vous avez header. Le header, il contient des informations. Ici, donc, c'est un élément qui est vide. Dans la majorité des cas, c'est un élément qui ne contient rien. Et puis, vous avez un élément body. Le plus important dans cette requête se trouve à l'intérieur de body. Regardez, qu'est-ce qu'il y a dans body? Il y a conversion. Alors, ça veut dire quoi, conversion? Cette conversion, ça représente, c'est le nom de la méthode que vous voulez appeler. Ça veut dire ici, donc, le client envoie une question, envoie une requête vers le web service pour demander d'exécuter une méthode qui s'appelle conversion. Cette conversion, c'est l'opération. Quand tu fais la requête vers un web service, tu lui dis, s'il te plaît, exécute-moi une méthode qui s'appelle conversion. Donc, vous voyez ici, donc, l'élément conversion, ça représente le nom de la méthode que vous voulez appeler, le nom de la fonction que vous voulez appeler. Alors maintenant, quand vous appelez la méthode conversion, vous savez que pour faire appel à la méthode conversion, il faut transmettre un paramètre. Alors dans notre cas ici, la méthode conversion reçoit un montant qui est de type double. C'est-à-dire parce qu'on a besoin de convertir un montant. Donc c'est pour cela que ici, vous voyez entre conversion et slash conversion, vous avez un élément qui s'appelle montant. Et qu'est-ce que vous voyez là dans le montant? Le montant, ça représente, c'est le montant à convertir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train d'envoyer une requête HTTP qui contient un message XML
Et dans ce message XML, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nom de l'opération à exécuter et les paramètres de cette opération. Donc c'est comme si vous dites au web service, s'il te plaît, exécute-moi une opération qui s'appelle conversion. Avec quel montant? Ici, 12. Alors, cette requête-là, cette question, elle arrive vers le serveur. OK? Alors maintenant, le serveur, côté serveur maintenant, c'est-à-dire là où se trouve le web service, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'utiliser une librairie qui est capable de comprendre ce message. Donc, le serveur web a besoin d'utiliser une librairie qui est capable de comprendre ce message. Alors, si on travaille avec Java, il faut savoir que dans Java, il y a une librairie qui s'appelle JAX-WS. Alors, JAX-WS, c'est une API Java, c'est une librairie qui est faite, qui permet de créer et de consommer les web services basés sur SOAP. Donc Java, donc tout ce qui est les web services SOAP, c'est JAX WS. Après, on va voir, pour REST, c'est JAX RS. Pour chaque type de web service, il y a une librairie qui est différente. Alors en tout cas, ici, le serveur web va recevoir, quand il reçoit la requête, il a besoin d'utiliser une librairie qui est capable de comprendre ce message. Dans notre cas, c'est JAX-WS. Donc, la librairie JAX-WS, quand il va lire le message, il va le comprendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à la méthode conversion. Donc, vous voyez, donc, à JAX-WS, il fait appel à la méthode conversion. Et conversion, il va lui transmettre un montant. Le montant. Ouais, 12. Donc, fait 12, le montant. Et la méthode, il va faire la conversion et il va retourner un résultat. Vous savez, supposons que par exemple 1 euro égale 11 dirhams. Si je transmets par exemple ici 12, donc ici je vais donner 12, et la méthode conversion, il va me retourner combien? 132, n'est-ce pas? Quand j'appelle la conversion, je lui donne 12, il fait la conversion, il va me retourner 132. 12 euros égale 132 dirhams, n'est-ce pas? Donc vous voyez, donc le web service, il a fait un traitement. Pour nous, on va faire quelque chose de très simple. Maintenant, le résultat, qui est 132, il va être envoyé vers le client. Comment? Sous forme d'une réponse HTTP qui contient un message XML. Vous voyez, donc j'utilise encore HTTP pour envoyer une réponse qui porte un message XML. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce message XML? Il y a un élément enveloppe, à l'intérieur duquel il y a body. Et dans body, il y a un élément qui s'appelle conversion response, à l'intérieur duquel il y a un élément return. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a entre return et slash return. Donc, entre return et slash return, vous avez la valeur 132. Je n'ai 132. Donc, 132, c'est le résultat retourné par la méthode. Donc, vous voyez, donc le client a demandé quoi ici? Il a demandé la conversion. Convertis-moi 12 euros en dirhams. Et qu'est-ce qu'il va recevoir? Le résultat, c'est 132. Donc, le message XML, il arrive vers l'application cliente. Maintenant, ça, c'est du Java, par exemple, et ça, c'est du PHP. Et là, même en PHP, il y a une librairie qu'on va utiliser qui est capable de comprendre ce message. Et qu'est-ce qu'il va faire la librairie? Il va vers le message, il va vers la partie là où il y a return, il va vous retourner le résultat. Donc vous voyez, donc qu'est-ce qu'on vient de faire avec ça? C'est que j'ai une application, d'accord? Une application, un objet, par exemple PHP, qui se trouve dans une machine, vient de faire appel aux méthodes d'un objet qui se trouve dans une autre machine. Vous voyez, donc l'objet PHP, il a appelé la méthode conversion et après il a récupéré le résultat. Mais la communication, c'est bien ça, c'est une application distribuée, n'est-ce pas? La communication ici, c'est que ici, donc la communication, l'échange se fait avec quoi? Avec HTTP et XML. C'est clair? C'est la base du web service. Alors, sauf que maintenant, quand vous avez une requête HTTP, d'accord?
quand vous avez une requête HTTP qui transporte le message XML, qui respecte ce format. Ben, on ne va plus l'appeler une requête HTTP, mais plutôt on va l'appeler une requête SOAP. Donc c'est quoi une requête SOAP? Une requête SOAP, c'est une requête HTTP dont le corps contient un message XML. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce message XML? Il y a le nom de la méthode à exécuter, du web service, et les paramètres de cette méthode. C'est clair? Alors, c'est quoi une requête SOAP? C'est une requête HTTP qui contient un message XML. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message XML? C'est la chose la plus importante, le message XML. Le nom de l'opération. Parce que nous avons une requête SOAP vers un web service. Le web service, il a les méthodes. Ouais, juste l'état. Ouais. Donc chaque méthode, il fait quelque chose. Donc quand j'envoie une requête SOAP, c'est pour dire exécute-moi avec la méthode X ou la Y ou la je sais pas quoi. Donc j'envoie le nom de la méthode, mais bien sûr quand vous voulez appeler une fonction, il faut lui transmettre les paramètres, n'est-ce pas? Et pour transmettre les paramètres, dans notre cas ici, il y a le montant. Donc ça c'est ce qu'on appelle une requête SOAP. Alors c'est quoi quand vous avez, maintenant le web service il fait le traitement, il retourne une réponse HTTP qui contient un message XML. Alors cette réponse-là, c'est ce qu'on appelle une réponse SOAP. Et c'est quoi une réponse SOAP? C'est une réponse HTTP dont le corps contient un message XML. Qu'est-ce qu'il y a dans le message XML? Il y a le résultat retourné par la méthode. Donc, eh bien, au lieu de parler maintenant du protocole HTTP, on va parler du protocole SOAP. Donc, vous voyez donc l'application ici, l'application cliente et le serveur communiquent via le protocole SOAP. Donc, vous voyez donc SOAP, c'est quoi? C'est HTTP plus XML. HTTP, XML. Et vous venez de voir donc avec les web services SOAP, l'idée principale, je reprends. SOAP, SOAP, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages XML entre les applications distribuées. Vous avez un objet qui se trouve dans une machine qui veut communiquer avec un autre objet qui se trouve dans une autre machine. Avec SOAP, l'idée, c'est que l'objet qui se trouve dans la machine, il envoie un message XML vers un autre objet qui se trouve dans une autre machine. Avec le message XML, il le prend, il le comprend. Il fait un traitement, il va rendre un résultat. Avec le résultat, il va lui envoyer encore en quel format? XML. Donc, le protocole SOAP, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages XML entre les applications distribuées. Et ces messages sont transportés avec quel protocole? HTTP. Alors, HTTP d'une manière générale. Mais en réalité, c'est qu'on peut utiliser un autre protocole, autre que HTTP, pour transporter ce message XML. Mais à 99%, c'est que les web services utilisent le protocole HTTP parce qu'il n'y a pas mieux que HTTP pour faciliter la communication. Est-ce que c'est clair? Donc, les web services, la révolution des systèmes distribués, avant c'était Corba, c'était un peu plus compliqué, etc. Mais après, les web services, ils sont venus pour profiter de deux choses importantes. Les deux choses dans lesquelles on profite. Premièrement, du protocole HTTP, parce que c'est un protocole HTTP, le web, il est très développé. Et le deuxième, c'est la technologie XML. Alors quand je dis XML, attention, parce que quand je dis XML, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les schémas XML, ça veut dire XPath, ça veut dire il y a les parseurs XML, ça veut dire tout ce que nous avons fait auparavant. Ça veut dire qu'on va profiter de toutes les possibilités offertes par la technologie XML. Est-ce que c'est clair? Donc je reprends. Oui. Monsieur, une question s'il vous plaît. Par exemple, si on a deux web services, des web services qui contiennent par exemple deux fonctions qui ont la même nom. Est-ce qu'on a par exemple sur le serveur HTTP, on a deux web services qui contiennent par exemple deux fonctions dans la même nom. Oui.
Alors, vous avez un web service, par exemple, 2, qui contient une autre méthode de conversion, c'est ça? Alors, effectivement, parce que votre question, elle est pertinente. Pourquoi? Parce que généralement, quand j'envoie une requête HTTP, vous savez, dans la requête HTTP, il y a une adresse. Vous trouvez, par exemple, ici, le nom de domaine.com, n'est-ce pas? Et après, vous trouvez le path / web service 1. C'est-à-dire, en principe, cette requête-là, elle est envoyée vers le web service 1. C'est-à-dire, je demande au serveur d'exécuter la méthode conversion qui se trouve dans le web service 1. Et si dans le path, je mets web service 2, il va exécuter la méthode qui se trouve dans le web service 2. C'est-à-dire, c'est vrai, dans le message XML, on ne précise pas le nom du web service. Mais le nom du web service, généralement, on le trouve dans l'adresse, c'est-à-dire dans l'URL de la requête HTTP. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Très bien. Donc, justement, c'est ce qu'on voit ici. Donc, vous voyez, une requête HTTP, ça répond justement à la question qui vient d'être posée. Donc, une requête SOAP, c'est une requête HTTP. Il faut juste rappeler qu'une requête HTTP, voilà sa structure. La requête HTTP commence d'abord par ce qu'on appelle la méthode. Ça, c'est quoi? C'est la méthode. Alors, quand on envoie une requête HTTP, vous devrez savoir qu'il y a des méthodes. Bon, la méthode principale les plus utilisée, il y a get, post, put, delete, patch, etc. Donc, c'est des méthodes du protocole HTTP, n'est-ce pas? Alors, dans le protocole, dans le web service SOAP, il n'y a que la méthode post qui est utilisée. C'est-à-dire, j'envoie une requête HTTP avec la méthode post. Mais après, on va voir que dans les web services basés sur REST, c'est que pour consulter, on va utiliser get. Pour ajouter, on va utiliser une requête avec post. Pour faire la mise à jour, on va envoyer une requête avec put. Et pour supprimer, on va envoyer une requête avec delete. Donc, في REST. ولكن في SOAP, avec la même méthode post, on va consulter, on va ajouter, on va faire la mise à jour, on va faire etc. Donc, vous voyez, donc, les web services basés sur SOAP, il n'y a que la méthode post qui est utilisée. GraphQL, c'est la méthode post qui est utilisée. Mais par contre, le reste, vous allez voir qu'on utilise get, post, put, delete en fonction du type de l'opération. Donc, vous notez bien ça. C'est que dans les web services basés sur SOAP, toutes les requêtes utilisent la méthode post. Alors, donc, vous voyez donc la requête HTTP, on utilise la méthode. Là, vous voyez ici, c'est le web service path. Il y a l'adresse. Alors, est-ce qu'il s'agit de le nom du web service, etc. Par exemple, ici, on peut mettre par exemple ici le nom du web service, etc. Donc, ça, c'est la forme de la requête HTTP. Et généralement, dans la première ligne, on trouve toujours la version du protocole utilisée. Bon, généralement, c'est HTTP 2. Et puis, dans la requête HTTP, il y a ce qu'on appelle les headers. Les headers, les en-têtes. Les en-têtes, il y a beaucoup de headers qui sont envoyés toujours dans les requêtes HTTP. Et parmi les headers, il y a accept et content type. Alors, content type, généralement, est égal, ici dans les web services, c'est application XML. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que content type, ça veut dire que c'est une façon de dire au serveur que le contenu qu'on va envoyer ici, il est en quel format? XML. Accept. Accept application XML, ça veut dire que vous dites au serveur, envoie-moi la réponse au format XML. C'est-à-dire, j'attends XML et je t'envoie du XML. Donc, accept, c'est-à-dire, quel est le format que j'attends? Je veux que tu m'envoies le résultat au format XML. Et content type, c'est-à-dire que la requête que je t'envoie, c'est du format XML. Donc, هادو كيتسموا les headers في la requête HTTP. Et après, généralement, dans une requête HTTP, il y a une ligne vide. Et après la ligne vide, il y a le corps. Et qu'est-ce qu'il y a dans le corps de la requête? Il y a justement ce message XML. Et qu'est-ce qu'il y a dans le message XML? Il y a le nom de l'opération à exécuter et le montant de l'opération. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une requête HTTP. Ça, c'est HTTP qui contient quoi? Un message XML. Alors, c'est quoi une réponse SOAP? Une réponse SOAP, c'est une réponse HTTP
c'est une réponse HTTP. Vous savez, une réponse HTTP, on va trouver toujours la version du protocole. On va trouver le code de la réponse. Généralement, c'est ce qu'on appelle le code status. Alors, si le code égale 200, ça veut dire c'est OK. Ça veut dire que la ressource que vous avez demandée a été trouvée. Mais parfois, si vous demandez une ressource qui n'existe pas, vous allez recevoir un code qui est 404. Alors, 404, ça veut dire not found. C'est-à-dire que vous avez demandé quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, donc HTTP, c'est comme ça. 200, c'est OK. 404, ça veut dire not found, etc. 403, ça veut dire vous n'avez pas le droit, etc., etc., etc. 401, ça veut dire vous n'êtes pas authentifié. 500, ça veut dire il y a une erreur interne. Donc le protocole HTTP, il est fait comme ça. C'est-à-dire, quand on envoie la réponse, on envoie le code qui est status code. Donc le client, quand il reçoit une réponse, généralement, il regarde toujours avec l'application cliente. Quand c'est 200, ça veut dire c'est bon. Bon, après, il y a des headers, la date du serveur, etc., etc., etc. Mais après, ce qui est important, c'est le corps de la réponse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le corps de la réponse? Il y a un message XML dans lequel on trouve la réponse. Alors, vous voyez, le message XML. Il y a quelque chose, regardez. Si vous regardez cette réponse XML, quelle est la partie la plus importante? هادشي كامل هادشي الا عطيتكم هذا الميساج اشنا هي لا chose la plus importante هي هذه est-ce que vous voyez هادشي كامل في هذا الميساج la chose la plus importante c'est 132 et pourtant pour vous envoyer 132 je dois la mettre dans la balise return à l'intérieur d'une balise. Voyez donc هاد 132 je vais l'habiller, n'est-ce pas غادي نلبسها بزاف ديال n'est-ce pas? Je vais l'habiller avec quelle balise? Return, c'est la première couche. Ensuite, parce que le protocole l'oblige, conversion response, pour indiquer comme quoi, c'est la réponse de la méthode conversion. Donc vous voyez, donc ça c'est la deuxième couche. Non, encore. Et après, parce que le protocole oblige, il faut dire que ça concerne la partie body du message. Et après, tout ça se trouve à l'intérieur d'un élément qui s'appelle enveloppe. Donc, au lieu de vous envoyer l'information, je vous envoie l'information, mais qui est 5 couches. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que l'application qui va lire avec l'information, il doit déshabiller encore. La première balise, la deuxième balise, la troisième, l'information. Bon, j'exagère, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste pour vous dire, le parseur XML, l'information, il doit parcourir l'arbre. N'est-ce pas? Pour avoir cette information. C'est pour cela que nous avons dit que XML, c'est un langage qui est bavard. Pour transmettre une information, il y a beaucoup de balises. Ça prend beaucoup de volume. Et en même temps, au moment du chargement en mémoire, ça prend du temps. Donc, alors ça, il faut le noter. Alors maintenant, on arrive à la partie la plus importante. Maintenant, on vient de voir l'idée principale du web service. Mais en réalité, en fait, dans les web services, il y a 3 concepts fondamentaux. Donc, on a les 3 concepts fondamentaux du web service. Il y en a 3. Il y a le protocole SOAP, WSDL, UDDI. Alors, je vais vous expliquer ces 3 concepts de base avant de vous faire une petite démo rapidement. Alors, d'abord, SOAP, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, SOAP, ça veut dire Simple Object Access Protocol. Je reprends la définition, je l'ai déjà dit. Donc le protocole SOAP, c'est un protocole qui permet d'échanger les messages entre les applications distribuées. Ces messages sont au format XML et transportés par le protocole HTTP. On est d'accord? Donc SOAP, il est fait pour faire parler, pour faire dialoguer les applications distribuées. Une application qui se trouve dans une machine qui parle à une autre application. Il n'est pas fait pour les êtres humains. C'est qu'il y a une application qui communique avec une autre application. SOAP, il est fait pour ça. Alors, sauf que maintenant, regardez bien. Vous avez ici un web service, banque service. J'ai ici un client qui veut consommer le web service. D'après vous, pour que l'application cliente puisse consommer le web service, il a besoin de quoi?
les informations dont il a besoin pour pouvoir consommer le web service. Les paramètres qu'il faut lui fournir, Oui. le type de données qu'il va retourner. Oui. Alors, effectivement, si vous voulez consommer un web service, ben, il vous faut savoir comment s'appellent les méthodes. C'est comme les opérations. Et pour chaque opération, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Le web service, il y a la méthode X, la méthode Y, la méthode Z. Quand j'envoie une requête, je dois préciser quelle est la méthode que je veux exécuter. Et quand je précise la méthode, il faut que j'envoie les paramètres. Donc ça veut dire que pour pouvoir consommer un web service, il me faut connaître la description du web service. Il me faut connaître comment s'appellent les méthodes et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc, il me faut connaître ce qu'on appelle l'interface du web service. Quelle est l'interface du web service? L'interface d'un web service, c'est un fichier dans lequel je trouve quelles sont les méthodes et chaque paramètre, quels sont les inputs et quels sont les outputs. C'est un concept très important dans les systèmes distribués. Donc, pour pouvoir consommer un web service, il me faut connaître son interface, il me faut connaître sa description. Alors maintenant, pour les web services basés sur SOAP, la description d'un web service se fait grâce à un fichier XML qui s'appelle le WSDL, Web Service Description Language. Donc, c'est quoi le WSDL? Le WSDL, c'est un document XML. C'est un document XML, c'est un fichier XML qui contient l'interface du web service. C'est un document XML qui permet de faire la description du web service. Ça veut dire quoi, techniquement parlant? Qu'est-ce qu'il y a dans le WSDL? Qu'est-ce qu'on trouve? Quelles sont les méthodes? Et pour chaque méthode, quels sont les inputs et quels sont les outputs? Ben, le WSDL, c'est ce qu'on appelle également un contrat du web service. Alors, vous allez voir que le WSDL utilise les schémas XML. Et ça, c'est très important. Pour déclarer la structure d'un web service, on utilise ce qu'on appelle les schémas XML. D'ailleurs, on en avait parlé. C'est clair? Alors, donc vous avez un web service ici. Vous avez un client. Le client veut consommer le web service. Donc, avant de consommer le web service, il vous faut... Le client, il a besoin de quoi? Il a besoin de l'interface. Il a besoin de la description du web service. Il a besoin d'un fichier dans lequel il va trouver quelles sont les méthodes, quels sont les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie. Regardez bien. Si on travaille avec SOAP, donc l'interface, ça s'appelle WSDL. C'est XML. Si on utilise REST, la documentation Swagger. Bon, ça c'est quelque chose que vous allez voir. C'est un document JSON dans lequel on trouve quelles sont les opérations, les inputs et les outputs. Si vous travaillez avec GraphQL, on va utiliser ce qu'on appelle GraphQL Schema. Si on travaille avec quoi? Avec Corba, on utilise IDL. Si on travaille avec Erimi, tous les systèmes distribués, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous voulez consommer un service. C'est quoi un service distant? Un service distant, ou bien un service distant, c'est un service que je peux consommer à distance. C'est-à-dire, à partir d'une machine, je peux faire appel à un service qui se trouve quelque part dans une autre machine. Donc, vous voyez, pour consommer un service distant, il me faut quoi? Sa description. Il me faut son interface. Si je ne connais pas l'interface du web service, de service distant, je ne peux pas le consommer. Alors ici, donc, comme on travaille avec les web services SOAP, donc ici, on va utiliser le WSDL qui est un document XML, alors que ça, c'est du JSON. Ça, c'est un format
spécifique pour GraphQL, ça c'est un format spécifique pour... Alors gRPC, la même chose. gRPC, il y a protofile. C'est un format. Donc, et vous voyez que c'est le même principe. Je veux consommer un web service, il me faut son interface. OK? Alors, bon, après, souvent, mes étudiants me posent souvent des questions parce que je pense même la majorité, et ils me posent la question, monsieur, c'est quoi la différence entre un web service et une API? N'est-ce pas? Il y a l'abus de langage qui est utilisé par les professionnels. Il parle de il faut mettre en place des API. On va faire communiquer les applications via des API, API. API. Le terme API. Déjà, API, ça veut dire quoi? Ça veut dire Application Programming Interface. OK? Normalement, une API, c'est un service. C'est-à-dire la différence. C'est un service dont je dispose de l'interface. C'est un peu un service, une fonction. Et un service, c'est quoi? Un service, c'est un objet qui contient des méthodes. N'est-ce pas? Mais pour consommer avec le service, j'ai une interface. Et c'est quoi l'interface? L'interface, c'est un fichier dans lequel je trouve avec le service, la description, la méthode, l'input, output. C'est l'API d'une manière générale. Mais une API, ça peut être, par exemple, dans une application, je peux utiliser une API locale. Je peux utiliser l'API, c'est d'une manière générale. Mais ce n'est pas forcément au web service. Alors, sauf que maintenant, quand vous parlez du web service, il ne faut pas parler de API. Parce que API, ça peut signifier une API Corba. Ça peut signifier une API GraphQL. Ça peut signifier une API, je ne sais pas quoi. GPA, c'est une API. Donc, les API... c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Donc, le terme le plus correct, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Web API. Alors, ça c'est différent. Alors, si vous dites Web API, je vais faire communiquer les applications via des API Web. Web API. Web API ou Web Service. Quand est-ce qu'on peut dire un Web Service est une Web API? Un web service est une API web, est une web API. Quand est-ce? Quand je dispose de son interface, sa description. Il a dit un web service, par exemple, un web service SOAP, un dit qu'un WSDL. Donc, vous pouvez dire que c'est une API SOAP, Web SOAP API. Donc, SOAP API. Donc, SOAP API, c'est un web service de quel type? De type SOAP. Mais avec le terme API, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la consommer, vous avez la description. Où se trouve la description pour SOAP API? C'est le WSDL. N'est-ce pas? Alors, les web services basés sur SOAP, obligatoirement, on doit avoir le WSDL. Obligatoire. Ça fait partie des concepts fondamentaux. Mais si vous avez REST API, c'est-à-dire c'est un web service de type REST. Quand est-ce qu'on va dire qu'un web service REST est un REST API? Quand vous disposez de sa description. Swagger, ce qu'on appelle la documentation Swagger. Si vous avez un web service REST, mais vous n'avez pas la description, vous n'avez pas qui ne dispose pas de la documentation Swagger, vous ne pouvez pas l'appeler une API. Parce qu'il y en a beaucoup qui appellent un web service REST comme étant une API. Mais pour que ce soit une API, il vous faut générer sa description. Si je n'ai pas un fichier dans lequel je trouve qu'est-ce qu'il y a dans cette API-là, donc on ne peut pas dire que c'est une API. Okay? Et après, vous pouvez dire GraphQL API, vous pouvez dire gRPC API. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc, si vous dites Web API, c'est de manière... Web API, ça veut dire ça peut être soit SOAP,
soit REST, soit GraphQL. Et là, vous êtes... parce que souvent, parfois, quand vous dites on va exposer les services via des Web API, c'est correct. Pourquoi? Parce que vous dites Web API, mais après, vous ne savez pas est-ce que ça va être REST ou la GraphQL. Donc ça, c'est bon. Mais parfois, vous dites, on va... Mais après, si on vous pose la question, quel type de Web API, vous allez dire, wesh, REST ou la GraphQL ou la gRPC ou la... etc. Donc, si vous dites API, vous ne mettez pas rien, techniquement parlant, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, il faut... Donc, si vous dites Web API, ça peut signifier les 4. SOAP API, vous êtes plus précis. Si vous mettez API, ça veut dire, c'est très vague. Ça peut être un Web API, ça peut être chez Haja, je ne sais pas quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu des questions qui se vont poser. C'est quoi la différence entre une API et un web service? Mais finalement, les choses, si vous voulez être correct, un web service, vous ne pouvez pas l'appeler API, mais il faut l'appeler par son vrai nom. Donc, on a compris les deux concepts. Alors maintenant, le troisième concept, c'est ce qu'on appelle le UDDI. Les annuaires UDDI, Universal Description, Discovery and Integration. Alors ça, c'est quoi en fait? C'est la notion des annuaires. Alors pour vous expliquer la notion des annuaires, regardez bien. Alors j'ai un web service qui est déployé dans un serveur. Et j'ai un client qui veut consommer ce web service. Alors maintenant, si le client connaît l'adresse du web service, si je connais l'adresse du web service, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on envoie une requête vers le web service parce que je connais son adresse. Je connais l'adresse d'un web service, c'est HTTP, etc., etc. Donc c'est l'URL, n'est-ce pas? Si on connaît l'adresse, on peut contacter le web service pour lui demander « Donne-moi le WSDL ». Aoul haja qu'on va demander au serveur, c'est « Donne-moi le WSDL ». Et qu'est-ce qu'il va vous envoyer le serveur? Il va vous donner le WSDL. Le WSDL. Donc c'est un fichier XML dans lequel vous disposez quoi? Comment s'appellent les méthodes? Et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie? Une fois que j'ai le WSDL, je peux envoyer une requête SOAP. La requête SOAP, c'est une requête HTTP qui contient un message XML qui va demander d'exécuter une opération. Et le résultat de l'opération, on va l'envoyer au format XML. Donc vous voyez donc, si je connais l'adresse du web service, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, regardez, si je ne connais pas l'adresse, alors si je ne connais pas l'adresse du web service, ben, il me faut un moyen pour chercher l'adresse. Et ben, ce moyen, c'est ce qu'on appelle l'annuaire UDDI. Comment ça se passe? C'est que généralement, quand on est dans une entreprise, par exemple une banque, qui crée un web service, n'est-ce pas? Une fois qu'il va créer le web service, ben, ce web service, on va le publier dans un annuaire qui s'appelle UDDI. Ça veut dire quoi publier? C'est dire tout simplement à l'annuaire, tiens, j'ai un web service, voilà son nom, voilà la description, voilà ce qu'il fait, etc., etc. On fournit la description du web service. Maintenant, un client, pour consommer le web service, il ne connaît pas l'adresse. Donc, s'il ne connaît pas l'adresse, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire une opération de recherche. Pour chercher l'adresse du web service, on va passer via l'annuaire UDDI. Alors, avec l'annuaire UDDI, c'est un web service. Ça veut dire que le client, il fait une opération qui s'appelle Discover. Discover, ça veut dire quoi? Je cherche l'adresse du web service. C'est comme l'exemple. Supposons vous voulez par exemple créer une application qui permet d'afficher la température qu'il fait par exemple à Ouazzane maintenant. N'est-ce pas? Vous voulez afficher la température qu'il fait à Tanger. Okay. Vous savez, pour afficher la température qu'il fait à Tanger, vous ne pouvez pas le savoir. C'est-à-dire cette information-là, parce que vous n'êtes pas, votre métier, ce n'est pas la météo, n'est-ce pas? Donc vous avez besoin d'envoyer la requête vers un web service qui va vous donner la température qui fait maintenant à Tanger. Donc vous avez besoin de consommer un web service. Alors maintenant, si vous ne connaissez pas l'adresse du web service, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer une requête vers un annuaire. Ben vous lui dites,
Donne-moi tous les web services dans le domaine de la météo. Je cherche un web service pour météo. Et après, l'annuaire, qu'est-ce qu'il va vous retourner? Il va vous donner une liste d'adresses. Il vous dit, voilà, il y a 1, 2, 3, 4. Tous les web services qui s'intéressent à la domaine de la météo, il va vous les envoyer. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Discover, ça veut dire quoi? Je cherche l'adresse. Maintenant, si j'ai l'adresse, maintenant, donc, la première que fait le client, c'est quoi? Discover. Discover, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je retrouve? Je trouve l'adresse d'un web service. Alors maintenant, si je connais l'adresse, eh ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'envoie une requête vers le web service, vers le serveur, pour lui demander, donne-moi le WSDL. Eh ben, le serveur, il va vous donner le WSDL. Donc, si j'ai le WSDL, ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle le contrat d'échange de données. J'ai un fichier XML dans lequel je vais trouver comment s'appelle la méthode, les inputs, les outputs. C'est ce qu'on appelle un contrat. C'est un contrat d'échange de données. C'est-à-dire, si vous voulez communiquer, il faut respecter le WSDL. Au moins les formats qu'il faut respecter dans les requêtes et dans les réponses. Donc, j'ai le WSDL. Maintenant, une fois que j'ai le WSDL, je vais passer maintenant à ce qui est le plus important. C'est quoi l'important? C'est consommer. C'est-à-dire, j'envoie une requête SOAP, je vais utiliser le protocole SOAP pour demander d'exécuter une opération. Le web service va exécuter l'opération, il va rendre un résultat, et ce résultat, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est-à-dire le protocole SOAP, c'est le plus important, parce que c'est le protocole SOAP qui permet de consommer un web service. Donc, vous voyez bien, ça c'est consommer le web service. Maintenant, pour consommer le web service, il me faut quoi? Le WSDL. Vous voyez, donc si on fait l'opération inverse. Pour consommer un web service, il me faut le WSDL. Si j'ai le WSDL déjà, bah, je peux directement consommer. Mais si je n'ai pas le WSDL, il faut le demander au serveur. Donc, je demande au serveur le WSDL. Mais quand est-ce que je demande au serveur? Si je connais l'adresse. Donc, si je connais l'adresse, je demande au serveur, donne-moi le WSDL. Mais si je ne connais pas l'adresse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord la chercher. Et pour la chercher, généralement, on utilise ce qu'on appelle les annuaires UDDI. C'est ce qu'on appelle les 3 concepts fondamentaux du web service. Alors, pour vous expliquer ça, regardez bien, c'est très simple. Vous savez, supposons, regardez, supposons, vous voulez acheter un ordinateur. OK? Vous voulez acheter un ordinateur aujourd'hui. Et pour acheter un ordinateur, ben, il vous faut connaître l'adresse de l'entreprise. N'est-ce pas? Il vous faut connaître une entreprise qui va vendre les ordinateurs. Alors, les entreprises, il n'y en a pas qu'une seule. Il y a l'entreprise E1, E2, E3, etc. Il existe plusieurs entreprises qui fournissent ce genre de services. Donc, vous voulez acheter un ordinateur, la première des choses que vous faites, c'est quoi? Cherchez l'adresse. Cherchez l'entreprise que vous allez contacter. Alors, vous, pour chercher l'adresse, qu'est-ce que vous faites? Souvent, Google, etc., etc. Google, vous cherchez, etc. Là, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me donne l'adresse. Avec l'opération, ça s'appelle Discover. Alors, quand je suis en train de chercher l'adresse de quelqu'un ou bien l'adresse d'une entreprise, avec l'opération, ça s'appelle Discover. Alors, sauf que vous devrez savoir une chose, c'est que pour chercher les entreprises, alors vous savez qu'il y a un moyen qui est beaucoup mieux que Google, etc. Vous savez que qu'il y a l'annuaire, le bouquin qui s'appelle les pages jaunes ou la télécontact. Est-ce que vous le connaissez? Alors, télécontact, ou là qui s'appelle l'annuaire des pages jaunes. Je n'ai pas de télécontact. Si vous allez vers n'importe quelle téléboutique ou là un kiosque ou là n'importe quelle entreprise, à travers le livre. Est-ce que tu trouves avec le livre? C'est l'annuaire des entreprises. Si vous prenez avec le livre, avec télécontact, ça c'est l'annuaire. Qu'est-ce que vous allez trouver avec le livre?
Vous allez chercher Casablanca, la ville. Vous allez trouver rapidement. Au Casablanca, vous cherchez la partie informatique. Au informatique, vous allez trouver les entreprises dans le domaine de l'informatique. Vous voyez, donc vous avez un moyen rapide. Je cherche des entreprises dans le domaine du matériel informatique. Donc, avec ça, l'opération, avec le livre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Discover. Je cherche l'adresse. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'adresse. Ce qui m'intéresse, c'est acheter l'ordinateur. Voilà qui. Pour contacter avec l'entreprise, il me faut son adresse. Maintenant, j'ai l'adresse. N'est-ce pas? Alors, j'ai l'adresse. Et si j'ai l'adresse, je vais piquer l'adresse d'une entreprise. Maintenant, une fois que j'ai l'adresse, c'est 1. 2, je vais contacter l'entreprise. Je vais les appeler. Je prends le numéro de téléphone. C'est l'étape. Vous savez, quand vous appelez l'entreprise la première fois, vous n'allez pas leur dire « Bonjour, je veux acheter l'ordinateur ». Parce que la première question que vous allez leur poser, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner le catalogue des produits. N'est-ce pas? Donnez-moi les différents modèles que vous avez d'ordinateur. Donc, à l'opération, demandez le catalogue. C'est quoi le catalogue? Il vous dit voilà, les informations. Donc, le catalogue, finalement, c'est quoi? C'est la description. Le catalogue permet de décrire le service qu'on peut vous offrir. Et pour chaque service, les inputs, les outputs. Pour vous, les inputs, c'est combien il faut payer. Le bon de commande, le montant. L'output, l'ordinateur. Donc, vous voyez ici, donc, vous appelez l'entreprise, vous avez le catalogue. Si vous avez le catalogue, après, vous allez regarder le catalogue, vous allez dire, tiens, je veux maintenant acheter ce modèle. Donc, quand vous allez appeler, vous leur dites, maintenant, je veux acheter le modèle bien précis. Donc là, vous êtes plutôt la communication consommée. Consommée, c'est-à-dire, je veux appeler cette méthode, je veux acheter cet ordinateur. Vous voyez, donc, pour acheter l'ordinateur, il vous faut connaître d'abord le catalogue, il faut savoir quel type, n'est-ce pas? Pour avoir quel type d'ordinateur, il faut avoir le catalogue. Mais pour avoir le catalogue, il faut connaître l'adresse de l'entreprise. Si vous ne connaissez pas l'adresse, vous pouvez la chercher dans c'est la même chose. Car ce qu'on appelle les architectes orientés services, ou bien les systèmes distribués sont basés sur ce modèle. Alors maintenant, l'opération register. Register, c'est une entreprise. À chaque fois, il y a une nouvelle entreprise qui est créée. Il va demander d'être ajouté avec l'annuaire. Donc, l'opération, le fait d'avoir une entreprise qui va s'enregistrer l'annuaire, l'opération, ça s'appelle register. Donc, register, je m'inscris avec l'annuaire. Quelqu'un qui va chercher l'annuaire, il va me trouver. C'est comme ça que ça fonctionne, ce qu'on appelle les architectures orientées services. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Alors, ça, c'est les concepts fondamentaux du web service. Malheureusement, aujourd'hui, il ne me reste pas le temps de faire la démo. Donc, ça va être pour la prochaine fois. Mais si vous êtes un peu curieux, vous allez donc le Classroom. Je vais vous laisser, bien sûr, les concepts et plus la partie pratique. Donc, la semaine prochaine, on va essayer donc de voir comment créer un web service. C'est un peu en utilisant JAX WS. Voilà l'exemple qu'on va faire. Je vais vous montrer comment créer un web service avec Java, comment le déployer dans un serveur JAX WS. On va regarder avec le web browser comment consulter le WSDL, on va le voir, etc., qu'est-ce qu'il contient. Et puis, on va utiliser un outil qui s'appelle SoapUI, qui est fait pour tester les web services. Et puis, on va voir comment créer un client Java qui permet de consommer le web service, etc., etc. Et après, vous allez voir qu'on peut faire la même chose pour des autres langages de programmation. Et vous allez voir que tout ce truc-là que vous voyez là, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 30 minutes. Il y a beaucoup de concepts. Mais quand vous allez pratiquer, vous avez l'air que c'est très simple. Mais le problème, quand vous êtes un ingénieur, si vous n'avez pas compris les concepts, parfois, vous faites des choses, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parfois, vous cliquez sur Run, vous attendez que ça marche. Oui, ça marche.
Bah, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le plus important, on a les concepts fondamentaux. Donc, si vous savez les concepts fondamentaux, qu'est-ce qui reste? L'aspect technique. Et l'aspect technique, forcément, ça nécessite de connaître le langage, de connaître les librairies, de connaître un tas de choses. Mais justement, c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est bon? Alors, s'il y a une dernière question, donc je réponds. Sinon, on va s'arrêter à ce niveau-là. Et vous allez retrouver sur Classroom la démo de l'application qu'on va faire la semaine prochaine. Vous-même, si vous jetez un codé, ça serait bien.